Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 2 avril, Journée mondiale de l'autisme. Autant d'autisme que de personnes autistes. L'autisme, appelé aujourd'hui TSA, trouble du spectre de l'autistique, touche 1 à 2 de la population. Cette nouvelle terminologie représente mieux la diversité des formes que peut prendre l'autisme. Les symptômes sont multiples et leur intensité variable, ce qui fait que chaque personne autiste se situe différemment dans le spectre de l'autisme. Votre enfant ou un de vos proches présente des troubles du comportement et de la communication. On vous parle d'autisme en tant que parent. Vous vous inquiétez de voir que votre enfant est différent et en attendant le diagnostic, vous vous posez 1000 questions. Essayons de répondre à la première. L'autisme, c'est quoi? Avec la présence de professionnels de témoignages, nous souhaitons que cette conférence permette à toutes et à tous de mieux appréhender ce handicap parfois invisible, mieux comprendre. Florence, Nathalie, c'est à vous. Merci, bonjour. Merci, merci. Je m'appelle Florence Caravillo et je suis coprésidente de ARA, Association Relais Autisme dans le Jura. Voilà, je tenais à vous remercier Dominique Di Gennaro et Jacques Seguin pour être là, pour avoir à la fois pouvoir parler avec Sollimut Mutuel de l'autisme, d'un sujet qui nous tient à cœur, et aussi pour nous avoir aidés grâce à la Fondation, de nous avoir soutenus dans un projet de la caravane sensorielle. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nathalie Biquaro. Je suis également coprésidente de l'association Relais Autisme et également coprésidente du groupe d'entraide solidaire MCTUA 39. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je suis formatrice pair pour la vie affective et sexuelle ainsi que la parentalité pour les personnes en situation de handicap. Et j'ai également suivi une formation de patiente partenaire l'année dernière pour pouvoir créer des liens entre les soignants et les personnes ayant des handicaps ou des maladies invalidantes. Donc voilà, Et on va vous parler du coup de l'autisme. très bien. Donc je vais partager l'écran. Hop, Est-ce que vous voyez? voilà. Vous voyez tous l'écran? C'est bon? Oui, c'est parfait. Très bien. Donc voilà. L'autisme, une autre façon de percevoir le monde. Parce que c'est comme ça que je le vois et que nous le voyons tous. C'est bon. Alors, juste en 2 mots, ARA, donc l'association Relais Autisme sur le département du Jura, accompagne des familles. On est aussi sur nos objectifs sur du soutien et aussi un lieu de répit. On accompagne les personnes autistes elles-mêmes et notamment le groupe d'entraide qu'on parraine sur l'accès aux droits communs et puis de la pérédance grâce au groupe d'entraide solidaire. Nos valeurs, la solidarité, l'engagement, l'autodétermination, empathie, l'intégrité, le partage et le respect. Et nos projets, comme on l'a dit tout à l'heure, un projet de caravane sensorielle qui va pouvoir aller aider et permettre un accès aux soins sur tout le département du Jura. Chez nous, c'est très rural hein, et très espacé. On a aussi un projet Kamishibai pour de la sensibilisation, un projet d'habitat inclusif qu'on continue à travailler et la création d'un réseau d'entraide solidaire. Notre intervention juste d'aujourd'hui se place dans le cadre des dernières classifications internationales, évidemment, et des bonnes recommandations, de bonnes pratiques. Sur l'autisme vient de sortir la stratégie nationale 2023-2027 pour l'ensemble des troubles du neurodéveloppement dont l'autisme fait partie. Voilà, on a juste voulu vous partager. C'est effectivement aussi l'autisme expliqué dans le cadre du DSM-5 actuel et aussi la CIM 11 et avec dans le cadre de la HAS qui présente les TSA avec les recommandations de bonne pratique. En précisant bien sûr, comme c'est très important, on le met dès le début, que l'autisme n'est pas une maladie. Donc c'est bien un trouble neurodéveloppemental. Ça, c'est le premier message qu'on fait passer. Voilà, le plus important.
Alors, nous allons vous donner quelques chiffres. Donc, l'autisme concerne entre 1 à 2% de la population, mais nous sommes plus près des 2% que des 1%. Il y a eu plus de 200 gènes découverts qui pourraient être responsables de l'autisme et on continue encore à en trouver. Donc, si on se base sur ces 1 à 2% de la population, donc en faisant un juste milieu, on va dire 1,5% de la population, ça voudrait dire 10 000 naissances d'enfants autistes par an en France, 15 000 si on compte 2%, hein. Plus de 50% des personnes concernées présentent d'autres troubles ou pathologies associées. Environ 1 million de personnes en France, soit une personne sur 65. Donc, on est loin de ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps que ça avec une personne sur 100. Et comme nous sommes dans le Jura et que nous travaillons plus sur le Jura, ça fait plus de 3000 Jurassiens. Donc l'autisme, donc les TSA qu'on vous présente s'inscrivent dans les troubles du neurodéveloppement, comme on l'a dit tout à l'heure avec le nouveau schéma qui vient de sortir. Et les troubles du neurodéveloppement englobent, comme vous le voyez en haut, donc les TSA, troubles du spectre de l'autisme, mais aussi le TDAH, donc un trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Les troubles spécifiques des apprentissages, ce sont tout ce qui est dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. Ça fait partie de cette même famille. Il y a aussi des troubles moteurs, des troubles de la communication et des troubles du développement intellectuel. Avant, c'était classé dans le handicap mental. Aujourd'hui, les TDI, donc tout ce qui est ce qu'on appelait communément la déficience intellectuelle, se classe ici au niveau du neurodéveloppement. Et il y a d'autres TND qui sont non spécifiques. Pour vous dire que le TSA s'inscrit dans cette grande famille en fait des TND. Et comme on va le voir et comme nous on le voit aussi au quotidien dans notre association, c'est souvent associé. C'est rare qu'il n'y ait qu'une seule chose. Alors maintenant, l'autisme, le TSA, donc, on va vous donner une petite définition. Donc, c'est une perturbation du développement neuronal au stade fœtal qui entraîne, selon les cas, une altération des fonctions cognitives et sensorielles donc de la personne. En fait, c'est le cerveau, plus concrètement, c'est le cerveau qui se câble autrement. Il se construit autrement au moment de la grossesse. Et voilà pourquoi il y a une autre façon de percevoir le monde. Une sensorialité qui est entre le trop ou le pas assez. Donc, en général, c'est ce qu'on appelle hypersensorialité ou hyposensorialité. C'est une différence invisible si elle n'est pas accompagnée d'autres pathologies. C'est-à-dire que, ben, en fait, une personne lambda, quand on la voit, si elle ne parle pas, elle ne dit rien, ne bouge pas, on ne peut pas dire si elle est autiste ou non. Et c'est un handicap au quotidien, très compliqué à vivre, bah, parce qu'il induit beaucoup d'isolement, de solitude et une difficulté à comprendre le monde tel qu'il est. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit surtout d'une autre manière d'être au monde et de le percevoir. Nous ne voyons pas les choses comme tout le monde et ça le rend plus beau. Mais C'est tout. Mais c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Donc le TSA, pour pouvoir poser un diagnostic, on parle de diade aussi, la diade autistique. C'est-à-dire que c'est pas un seul élément qui permet de dire que on est autiste, mais ça concerne la diade et on va voir en fait il y a un autre point aussi, il n'y a pas que la diade. Oui, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le DSM-5. C'est ce sur quoi se basent les psychiatres, les neuropsychologues, etc., dans leurs tests. Donc, en premier, on parle de déficit de la communication et des interactions sociales. Donc, en gros, bah, c'est savoir maintenir et développer des relations avec les autres, ce qui n'est pas toujours évident, puisque déjà, on a du mal à initier les relations, à commencer, à continuer une discussion et à ce que ça dure que ça dure assez longtemps, quoi. Un des problèmes avec les comportements non verbaux,
On ne comprend pas, on ne lit pas les émotions, on ne lit pas le langage gestuel, on ne comprend pas les comportements des gens. Et également un problème dans la réciprocité sociale ou émotionnelle avec ce petit dessin qui vous montre qu'on évite les contacts visuels, même si ce n'est pas toujours le cas. C'est un peu cliché, mais bon, c'est ce qu'on voit le plus. Des fois, on fixe énormément, des fois, on regarde, mais on regarde la bouche, le front, etc. Donc, mais c'est pas le cas de tout le monde. Après, bah, la seconde partie, c'est le caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts, avec une intolérance au changement et une adhésion inflexible aux routines. Hein, il ne faut pas changer nos habitudes. Si on a toujours l'habitude de prendre la même route pour aller au travail et que ça change, ça peut partir en stress ou en panique. Des mouvements répétitifs ou stéréotypés, dont tout le monde a entendu parler du flapping, comme ça, des balancements, etc. Donc, qui peuvent parfois être des autostimulations et qui rassurent, ou d'autres fois un signal que quelque chose ne va pas. Une hyper ou une hyposensibilité aux stimuli sensoriels, comme je disais, que j'aime beaucoup illustrer avec la princesse au petit pois, qui, à mon avis, était autiste. Parce que pour sentir un petit pois sous des tonnes de matelas, il faut le faire. Et ensuite, des intérêts restreints, je préfère dire spécifiques ou fixes, anormaux dans leur intensité ou leur but. En gros, quand on en a une passion, on adore ça et on ne fait qu'en parler. Résultat, je suis en train de perdre du temps. Donc voilà, je continue. La troisième partie, alors, qui n'est pas rentrée dans la diade, mais qui est très important au niveau du diagnostic d'autisme, c'est les particularités aussi sensorielles, donc on va parler, et qui fait partie des particularités Autistique. autistiques. Donc au niveau sensoriel, il y a aussi beaucoup de bilans qui peuvent être faits par un psychomotricien notamment pour pouvoir évaluer les particularités sensorielles de la personne. Et c'est ce qui est pour nous, enfin selon nous aussi très très important parce que c'est dans le quotidien, c'est ce qui va permettre d'adapter en fait l'environnement de la personne. Au niveau sensoriel, ben peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais en fait on n'a pas que 5 sens, mais 7. On a les 5 sens que tout le monde connaît, mais on a aussi le sens vestibulaire, donc c'est tout ce qui est sens de l'équilibre avec l'oreille interne. Et c'est ce qui permet, par exemple, ou qui pose des difficultés sur le fait d'être au milieu du monde, pour les personnes autistes notamment. Pas que, hein, aussi, c'est le fait d'être malade sur des choses en déséquilibre ou dans les manèges. Et la proprioception, c'est toutes des personnes qui vont avoir des positionnements ou des attitudes, des postures aussi peut-être un peu bizarres, et puis qui n'ont pas forcément le bon, comment dirais-je, la connaissance de leur corps dans Oui, l'espace, quoi. Voilà. voilà. Et en fait, à travers ce schéma, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que soit dans le trop, soit dans le pas assez, ça fait que au niveau du toucher, ben, une personne qui est hyper sensorielle, si on la touche, comme je fais pour Nathalie, ça peut lui faire mal, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc, beaucoup de personnes on peut croiser qui sont autistes peuvent avoir des difficultés au niveau de la vue, sont très gênés par les lumières ou par le bruit ou par l'odorat, mais ça peut être aussi dans les deux sens. Donc c'est cette connaissance de la particularité sensorielle, voilà, quand c'est dans le trop ou dans le pas assez, ben, ça peut aussi entraîner une crise autistique. Ensuite, nous avons donc, en dehors du niveau sensoriel, le niveau cognitif qui est touché, avec ce qu'on appelle des problèmes de cohérence centrale. Le petit dessin que je vous ai mis, c'est pour illustrer par exemple la vue en détail. Donc ce genre de petit dessin, une personne autiste aura tendance en premier à voir tous les petits traits, à se demander ce que ça peut bien représenter, alors qu'une personne neurotypique verra peut-être plus la petite fée en entier directement. Ensuite, les fonctions exécutives, pour tout ce qui est l'organisation, la planification,
c'est tout ce qui peut poser problème à l'école ou au travail, d'ailleurs, et qui bloque vraiment beaucoup les choses. Et qui est beaucoup touché aussi dans les Mm. TDAH, du Oui, coup aussi. également, Mm. oui. Ensuite, les fonctions mnésiques, je l'ai mal mis. Donc, en particulier, ce n'est pas un problème de mémoire, puisque les autistes sont souvent réputés pour avoir une bonne mémoire. C'est surtout un problème de mémoire de travail, ce qu'on appelle pour un ordinateur la mémoire vive. C'est la mémoire immédiate qui pose souci et qui cause également des soucis avec les fonctions exécutives. La généralisation, qui est un problème très important. Donc là, si je vous ai mis ces dessins de petits savons, c'est que une personne autiste avec déficience, par exemple, qui aura appris à se laver les mains avec un savon dur comme ça, aura du mal à aller dans un autre endroit et se laver les mains avec un savon liquide. Si on ne lui a pas appris à généraliser les endroits, les différents contenants, etc. Et ça peut poser plein de problèmes. Et les cognitions sociales, avec par exemple la théorie de l'esprit, beaucoup de mal à imaginer ce que peuvent penser les autres personnes. Et même beaucoup de mal à imaginer que les autres personnes peuvent penser quelque chose d'ailleurs qui soit différent d'eux et ce qui peut causer des soucis de communication, de relationnel et nous faire des gaffes sans arrêt. Ce qui des fois est drôle, mais... Oui, mais pas toujours. Ensuite, il y a aussi des soucis au niveau communication et langage. Bah, en fait, ça regroupe les deux étapes que l'on a vues avant, puisque quand quelqu'un nous parle et qu'on pense à la couleur du t-shirt qui nous plaît super bien ou pas du tout, ou à son parfum qui nous envahit totalement, ou au bruit qu'il peut y avoir autour, etc., c'est vraiment difficile de rentrer dans la communication et de savoir ce que la personne veut vraiment nous dire, de ne pas se laisser distraire et d'être vraiment concentré sur ce qu'on entend et ce qu'on écoute, quoi. Et ce schéma, il montre bien la saturation qui peut vite y avoir en fait chez les personnes autistes et qui fait que ça va entraîner d'abord une grande fatigabilité, souvent de l'anxiété et parfois des burn-out ou des crises autistiques. Maintenant, au niveau émotionnel, eh ben, on rentre toujours dans les mêmes choses. On a du mal à reconnaître les émotions chez les autres. On a du mal à exprimer et gérer nos propres émotions. On ne les reconnaît pas, donc on ne peut pas les exprimer. Parfois, beaucoup de personnes peuvent penser qu'on manque d'empathie, on donne l'impression d'en manquer, alors pas du tout. Souvent, on est tellement hyper empathique que pour se protéger, pour nous protéger, on est obligé de mettre un mur autour de nous pour pas être envahi par les émotions des autres. Et surtout qu'on peut pas mettre de mots dessus et les traduire. Et on a également du mal à répondre, à comprendre, répondre aux émotions des autres. Par exemple, quelqu'un qui sera triste, etc. On aura peut-être tendance à donner une réponse trop rationnelle. Ne t'inquiète pas, ça va aller parce que tant de personnes, par exemple, la personne apprend que quelqu'un de sa famille a un cancer, on ira tout de suite chercher les renseignements en disant oui, mais 75% des personnes en guérissent, etc., sans entrer dans le fait que c'est surtout écouter et partager l'émotion de l'autre. Et quand tu parles de manquer d'empathie, c'est aussi les personnes qui sont sans filtre parfois et qui peuvent être un peu, comment dirais-je, cash. Enfin, voilà, parler. Il n'y a pas forcément des fois cette juste distance même dans la parole. Mais c'est jamais méchant en général. Non, c'est maladroit. C'est ça pire, le pire. Oui. Ensuite, des problèmes au niveau moteur. On peut avoir soit une hypotonie ou une hypertonie précoce. Euh, Asymétrie possible dans les mouvements. Donc souvent, par exemple, c'est marcher en ne bougeant pas les deux bras, en ayant l'impression, la personne a une démarche dégringolée, quelque chose qui paraît bizarre, des problèmes de latéralisation, du mal avec la gauche et la droite, tout ce qui est graphique, motricité fine, etc. Donc du mal à tenir un crayon, on ne sait pas comment s'y prendre, à
ajouter les choses, etc. Et l'ajustement postural, justement, bien se tenir, bien droit et tout, c'est des choses qui sont très compliquées auxquelles on ne pense pas. Donc tout ça pour dire aussi que ça peut toucher absolument, donc ça touche beaucoup de personnes, mais ça peut toucher aussi bien aussi les femmes que les hommes, que c'est le schéma, Mm. autant d'autisme que de personnes autistes à tous les niveaux et avec des troubles associés ou pas. Oui, c'est clair. Donc maintenant, comment aider une personne TSA, si vous voulez l'aider? Alors on peut donner des repères dans le temps. Évidemment, c'est très très important. Les repères, c'est dans le temps, dans l'espace et aussi dans les activités. Décomposer les tâches, ça c'est important. Ça peut être vraiment une aide. Tout ce qui est support visuel, elle vous l'a dit tout à l'heure, les personnes autistes sont des penseurs visuels et aussi des penseurs en détail. Donc le support visuel, il est primordial partout, que ce soit pour le quotidien ou pour apprendre ou pour travailler. Mettre en avant ses compétences. C'est ce qu'on fait dans notre association, c'est aussi s'appuyer sur la force des personnes, hein, vous le voyez Mhm. avec Nathalie. Et les personnes, elles peuvent être dans un handicap, mais on peut aussi avoir plein de compétences à partager et aussi s'appuyer sur les centres, voilà, centres d'intérêt, on l'a mis au milieu, parce que c'est ce qui permet de valoriser la personne et puis d'entrer aussi en communication très facilement. Et Mhm. valoriser les réussites, évidemment. Et surtout, Et surtout, le plus important, nous aider à construire une société plus inclusive. Nous, c'est notre priorité aussi au niveau des associations, mais aussi au niveau des familles et des parents. On est passé d'une logique d'égalité, comme vous le voyez, à l'équité. Mais l'équité, c'est aussi discriminant parce qu'on donne plus à ceux qui ont moins, mais du coup, ça se voit. Aujourd'hui, on est dans une logique d'inclusion et en fait, comme vous le voyez, bah, c'est l'environnement qui doit changer pour permettre à tout le monde d'être comme il est, avec sa différence, et de faire tomber les barrières. mm, c'est vrai. Et maintenant, nous allons passer au diagnostic. Mm. Alors la procédure diagnostique et ensuite, bien sûr, c'est pas nous faisons que guider effectivement vers des professionnels qui font passer. Il y a trois lignes en fait pour faire passer le diagnostic. Donc les personnes en première ligne, ce sont les médecins traitants, la protection maternelle infantile (PMI) et tout ce qui est petite enfance. D'où l'importance aussi d'être sensibilisé, ce qu'on va faire pour que les personnes elles puissent repérer aussi les signes d'alerte. Ensuite, en deuxième ligne, il y a tout ce qui est diagnostic courant et suivi dans ce qu'on appelle les CMP, les centres médicaux psychologiques. Les CAMS, c'est les centres d'action médicaux social précoces pour les 0-6 ans. Tous les professionnels libéraux, comme Justine Alvarez avec qui on travaille par exemple. Les réseaux aussi sont importants, les pédiatres, les psychiatres. C'est ce qui va permettre aussi de poser des diagnostics de TSA. Et en troisième ligne arrive bien sûr le dispositif du CRA avec qui on est partenaire, mais seulement aujourd'hui, il y a tellement de personnes concernées qui ils vont plutôt poser des diagnostics sur des cas complexes. Ce qui fait qu'aussi, ils ont énormément d'attentes, mais on va privilégier plutôt ces diagnostics de troisième ligne pour le CRA. Oui, en fait, le CRA n'est pas du tout, le Centre diagnostic ressources du autisme. CRA, du centre ressources autisme n'est pas du tout une obligation pour pouvoir après être reconnu en tant que personne autiste. Il faut bien en avoir conscience. Et après, ce qu'il faut savoir, on parle souvent, donc maintenant, on n'utilise plus autisme Asperger, de Kanner, etc. On parle de TSA avec des degrés de sévérité, donc ETSA niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc niveau 1, donc là vous voyez un peu sur l'image. Donc niveau 1, ce que vous devez savoir, c'est que la personne nécessite un soutien, mais qu'elle est à peu près autonome, elle est autonome, etc. Niveau 2, elle nécessite un soutien plus important car elle a des déficits qui peuvent vraiment la bloquer dans la vie. Et niveau 3, elle nécessite un soutien très important. Ça concerne souvent les personnes avec un trouble de déficit intellectuel, etc. Donc voilà. Et Oh. Et donc, suite à ces trois niveaux, ça, c'était pour vous montrer et aussi pour faire la transition
vers la suite, c'est qu'une fois qu'on a ce diagnostic, ben, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir aussi du coup une orientation derrière qui est préconisée et qui va permettre bah, d'orienter en fait alors l'enfant quand c'est chez un enfant, mais aussi chez les adultes et de pouvoir aller soit de rester sur le milieu ordinaire, soit d'aller sur un milieu spécialisé. Mais l'idée, c'est voilà, de laisser les spécialistes passer, comme donc Justine Alvarez, les neuropsychologues qui font passer ces diagnostics. C'est important de travailler avec ces personnes-là. Et du coup, on va lui laisser la parole. Donc, merci pour votre écoute Et on et se retrouve tout à l'heure. voilà. Alors, Madame Alvarez, c'est à vous. Alors, bonsoir à tous. Effectivement, je suis Justine Alvarez, neuropsychologue. Donc, moi, j'ai fait un petit PowerPoint pour vous expliquer un petit peu ce que je faisais au cabinet. Je suis très mauvaise pour tout ce qui est ordinateur. Je vais voir si j'arrive à vous partager mon écran. Alors, tac, vous me direz si c'est OK pour vous, mais je pense que c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est OK. Oui. C'est parfait. Alors, bon, il est plutôt court, hein. Donc, je vais vous présenter comment on fait déjà pour repérer, diagnostiquer éventuellement un enfant et puis un adulte. Alors, au niveau du repérage des enfants, donc malheureusement, je n'ai pas assisté au début donc, de votre intervention, donc je ne sais pas sur quoi vous êtes passé. Mais en tout cas, moi, je vous ai mis ici les signes d'alerte qui peuvent évoquer des troubles autistiques. Donc, c'est effectivement, j'ai entendu ça en arrivant, la première ligne dont Florence parlait. Alors, ici, vous avez des choses qui sont un petit peu typiques des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, que ce soit l'absence ou le retard de langage, la marche sur la pointe des pieds, pas de babillage, pas de réaction au prénom, pas de jeu de faire semblant. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent faire penser à un trouble du spectre de l'autisme. Attention toutefois aux écrans, parce que du coup, quand on a ce qu'on appelle le syndrome épais, donc trop d'écran dans la vie d'un enfant, on se retrouve à peu près avec les mêmes troubles, les mêmes difficultés. La seule différence, c'est que quand on hésite entre un syndrome épais et un TSA, eh bien, on enlève les écrans et l'enfant met quelques mois, enfin quelques semaines, voire quelques mois, maximum 6 mois, pour récupérer tout le retard. C'est au bout de 6 mois, on a encore des flappings, des stéréotypies. On n'est probablement pas sur un syndrome épais. Alors, du coup, quand on n'est pas sur un syndrome épais, qu'on a toutes ces petites difficultés-là, on peut orienter les enfants donc sur du libéral éventuellement ou un autre établissement qui peut poser des diagnostics. Donc, au niveau du libéral, donc vous avez des psychologues ou neuropsy qui sont formés à ce genre de troubles. Qui vont réaliser ce qu'on appelle une anamnèse. Donc ça va permettre de retracer toute l'histoire de vie de l'enfant. Donc, allant de la grossesse, comment ça s'est passé, au niveau du développement, donc au niveau du temps pour acquérir le langage, la propreté, la motricité. Voir si l'enfant, il a des jeux ou si on est plutôt dans des petits rituels d'alignement de voiture. Si il a tendance à imiter ou pas. S'il arrive à aller vers les autres, et si oui, comment? Est-ce qu'il y a de manière très brutale? Est-ce qu'il va y aller, mais plutôt vers les adultes? Ou au contraire vers les plus petits qui va materner comme s'il s'agissait de poupons? On va s'intéresser aux intérêts. Surtout, bon, ceux des filles sont généralement assez adaptés, on va dire. Mais ceux des garçons, j'en ai au cabinet où ils font des collections de piles. Mais les filles, généralement, bah, elles aiment bien les petits chats, les chevaux, bon, rien qui dénote trop. Les filles, elles ont cette capacité d'adaptation qui rend le diagnostic un petit peu plus complexe. À la naissance, vous allez avoir un bébé qui a un TSA qui va naître, vous allez lui faire un sourire, la jeune fille va vous le rendre, par contre, le garçon, il va pas vous le rendre. Donc, ces filles, elles ont déjà ces bonnes capacités d'adaptation, les neurones miroirs sont quand même bien là. On va également s'intéresser au sommeil. Donc, les enfants qui ont un trouble du spectre et les adultes également, ils vont avoir des difficultés pour dormir. Donc, il y a des difficultés au niveau de la mélatonine, elle n'est pas produite suffisamment. Donc, généralement, il y a des compléments alimentaires qui peuvent être mis en place. Au niveau de l'alimentation, il y a bien souvent une sélectivité alimentaire, des troubles du comportement alimentaire, avec de l'hyperphagie, de l'anorexie, de la boulimie. Ok.
Du coup, tout ça, ça va nous permettre de déjà voir si on peut suspecter ou non un trouble du spectre. Si oui, on suspecte un trouble du spectre, eh ben, on va continuer à creuser. Cette fois-ci, on va passer sur des questionnaires. Donc, on va pouvoir administrer le MChat. Donc, c'est une vingtaine de questions. C'est pour les bébés jusqu'à 30 mois. Pour voir un petit peu la même chose. En fait, c'est juste pour standardiser un petit peu ce qu'on a observé lors de l'anamnèse. Donc, est-ce qu'il pointe du doigt? Est-ce qu'il aligne, etc. Est-ce qu'il est agité? On peut administrer également la CARS. Donc, la CARS, on peut la faire bien plus tard. Elle creuse pas mal de petites choses. Elle creuse également, c'est ça qui est intéressant, les sensibilités. Donc, les enfants qui ont un trouble du spectre, ils sont bien souvent en hypersensibilité ou parfois en hypo. Donc, ça permet de voir un petit peu tout ça. On a la Vineland, donc VABS 2, qui permet de voir au niveau de l'autonomie où est-ce qu'il se situe. Donc là, on va creuser 3 domaines. Le premier, c'est le domaine du langage. Ensuite, on va voir la vie quotidienne. Est-ce qu'il est dans la maison? Est-ce qu'il veut prendre soin de lui? Comment est-ce qu'il est en communauté? Et après, on a la socialisation. Et là, généralement, c'est quand même bien chuté pour un petit bout de chou qui a un TSA. Parce qu'il a du mal à aller vers les autres, les jeux ne sont pas adaptés. Il ne veut pas les partager. Et bien sûr, l'évaluation psychométrique, donc le test de QI, qui permet de voir si notre enfant il a un trouble de l'intellect ou pas. Et généralement, on a des enfants qui ont beaucoup de points forts et des points à travailler dans ce test de QI. Donc, qui est très hétérogène parce que ça va être dirigé par leur intérêt. Donc, toutes ces petites choses, elles vont nous permettre de voir si effectivement notre enfant il peut coter au trouble du spectre de l'autisme. Donc, on va poser un éventuel diagnostic parce que nous, neuropsy ou psychologues, on n'est pas médecin, donc on suspecte un trouble du spectre. Donc, on dit qu'un tel présente un probable trouble du spectre de l'autisme avec trouble du développement intellectuel, sans, ou s'il a moins de 6 ans, un retard global de développement, donc bien sûr qu'il peut rattraper avec de l'entraînement, et on précise s'il a un trouble du langage oral ou non. Parce que bien souvent, on a des enfants qui ont une communication qui n'est pas adaptée. Donc, c'est soit du non-verbal, soit pas du tout adapté, où ils vont parler comme parlerait un enfant qui souffre d'une dysphasie, donc avec des mots, c'est pas du tout adapté au contexte. Et par rapport à ça, du coup, viennent les préconisations. C'est le côté le plus intéressant. Ok, il a un TSA, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour l'aider? Alors, au niveau des bilans, bien sûr, on va creuser. On va creuser pour voir au niveau RL s'il n'y a pas une atteinte. Ok, il répond pas à son prénom, mais déjà, est-ce qu'il entend? Si au niveau ophtalmologique, il n'y a pas une atteinte. Ok, il ne suit pas du regard, il ne regarde pas dans les yeux, mais est-ce qu'il voit bien? Pareil, on peut creuser au niveau orthoptique. On va creuser bien sûr le côté orthophonique. Donc on va voir s'il y a un trouble du langage oral ou pas. S'il peut comprendre tout ce qui est implicite, second degré, humour ou pas. Et bien sûr le bilan sensoriel qui est très important, qui permet de voir s'il est en hypersensorialité ou en hypo. Donc tout ça, ça va permettre d'adapter derrière. Donc effectivement, après ça, on va pouvoir rediriger avec différentes prises en charge. Donc s'il est à l'école, sans déficience intellectuelle, on peut dire un CSA d'autisme pourra intervenir pour travailler les habiletés sociales, pour essayer de désensibiliser au maximum, adapter son milieu pour qu'il soit plus envahi par tous ces bruits, tous ces stimuli autour. On pourra également préconiser le CMP, pourquoi pas, ou CAMS encore une fois. J'ai des enfants aussi à qui j'ai préconisé des habiletés sociales où c'était pas mal. C'était des groupes avec plusieurs enfants pour travailler la relation avec les autres. Donc, c'est pas forcément naturel. Mais pour ces enfants, de toute façon, rien ne le sera. Donc, on leur disait, au lieu de regarder dans les yeux, on regarde entre les sourcils pour essayer d'être un petit peu plus adapté à la société et essayer de plus, on va dire, sympathiser avec les autres. Au niveau des orientations, on peut également orienter nos enfants en Ulysse TSA. Si on voit que vraiment c'est compliqué, ils sont en grande difficulté, ce dispositif-là peut les aider. Pour ceux qui sont encore plus en difficulté, pour qui le milieu scolaire ordinaire, ça devient complexe, il y a ces écoles spécialisées dans les troubles du spectre de l'autisme, donc UMA pour la maternelle et UEEA pour la suite. Et bien sûr, IME, quand les difficultés sont encore plus importantes, que finalement, il faut adapter au cas par cas et puis prendre plus de temps pour apprendre les choses, essayer de mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire, mais sur un autre établissement. Et pour les enfants qui sont scolarisés toujours en milieu ordinaire, on peut proposer des tiers-temps, des pauses, casques anti-bruit, des petites vignettes pour demander des pauses. Donc voilà pour les enfants.
Et pour les adultes, eh bien, on va passer directement à l'anamnèse. Généralement, les personnes que j'ai qui viennent au cabinet suspectent déjà un TSA. Donc, on retrace l'enfance un petit peu comme j'ai fait avec les enfants donc, tout à l'heure. Et on va creuser aussi au niveau actuel comment ça se passe. Parce que, OK, il faut voir s'il a pu s'adapter ou non. Donc, au niveau des relations sociales, la profession, est-ce qu'il est épanoui? Par exemple, oui, il est super épanoui dans sa profession. Par contre, il mange dans sa voiture pour pas avoir affaire aux autres. Ça, c'est un signe d'alerte. Au niveau de la pragmatique du langage, est-ce qu'il va comprendre l'implicite, les blagues, les sous-entendus, est-ce qu'il va se mettre à la place des autres, etc. Encore une fois, où est-ce qu'on en est au niveau du sommeil aujourd'hui? Au niveau de l'alimentation, le moral? Est-ce qu'il y a des crises d'angoisse? Si oui, comment est-ce qu'elles sont gérées? Et surtout, est-ce qu'il y a un diagnostic psychiatrique qui a été posé? Parce que parfois, on se retrouve avec des personnes qui ont un diagnostic de bipolarité, schizophrénie, mais finalement, ils se rendent compte que ça ne colle pas forcément, qu'ils ont un traitement qui est vraiment fort et qui n'est pas forcément adapté à leurs troubles. Donc, on peut recreuser tout ça. Et bien sûr, questionner. À la suite de cette anamnèse, si effectivement ça peut coller avec un TSA, on propose des questionnaires supplémentaires. Donc, on a le CATQ, que je n'ai pas noté, qui permet de voir si notre patient est masque ou non des traits autistiques. On a des questionnaires d'empathie pour savoir s'ils peuvent se mettre à la place des autres, des questionnaires autistiques directement qui permettent de creuser s'il y a un quotient qui peut coter ou non avec un trouble du spectre. À la suite de ces questionnaires, on administre un test de QI comme toujours pour voir point fort, point faible, s'il y a une éventuelle déficience intellectuelle. À la suite de ça, on propose la mini-SEA. Donc ce petit test, c'est pour évaluer les habiletés sociales et pourquoi pas une Vineland s'il est en difficulté au niveau du travail. Encore une fois, moi, ce que je vous propose là, c'est ce que je fais au cabinet. Bien sûr, il existe énormément de tests. Pour les enfants, il y a la DOS, la DIR, peut-être que vous connaissez de nom, mais qui sont plutôt faits dans des institutions parce qu'il y a différents regards à croiser. Je peux pas faire en libéral. Au niveau du diagnostic, on est toujours sur un TSA avec ou sans déficience intellectuelle, avec ou sans trouble du langage oral. Et donc, on s'intéresse surtout aux préconisations. Donc, comme pour les enfants, on réalise les bilans manquants. ORL, ophtalmo, orthophonique, pourquoi pas bilan sensoriel si besoin. Au niveau des prises en charge, on peut proposer prise en charge au CMP, pourquoi pas des thérapies cognitivo-comportementales pour apprendre à mieux gérer ses émotions, tout ça. Pourquoi pas des groupes d'habileté sociale pour apprendre comment agir en fonction d'eux. Et au niveau du travail, eh bien, on peut voir s'il peut être intéressant de faire un dossier MDPH pour demander une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Pour, pourquoi pas, adapter au plus le travail avec un mi-temps thérapeutique. Ou pourquoi pas intégrer un ESAT si vraiment on est en difficulté, que au niveau intellectuel ça bloque un petit peu, que voilà, on a vraiment une grande anxiété, où il existe également des entreprises qui sont adaptées. Dans tous ces emplois, on peut demander des adaptations qui sont pas toujours faisables, mais en tout cas on peut préconiser qu'on enlève les néons, qu'on mette plutôt des LED, des choses un petit peu plus douces. Pourquoi pas plus de pauses, voilà. Donc je vous remercie. Je suis allée un petit peu vite, mais hop. Alors, je propose maintenant à Florence de reprendre la parole pour enchaîner sur la suite. Oui, merci Justine. Merci, C'est toujours un Justine. plaisir de travailler aussi avec toi et d'où l'importance aussi de travailler en partenariat avec un réseau de personnes pour pouvoir guider au mieux les personnes autistes et, voilà, et les familles. Et donc, suite à ce qu'a dit Justine Alvarez, en fait, en fonction aussi du niveau, s'il y a une déficience, bah, comme elle l'a très bien dit, on va préconiser bah, évidemment une orientation sur le milieu ordinaire. En priorité, parce que tant qu'on peut rester sur le milieu ordinaire, c'est aussi quand même. Moi, j'étais enseignante sur une CLIS à l'époque, donc une ULIS en primaire. Plus les enfants restent dans le milieu ordinaire, plus ils apprennent aussi par imitation avec les autres. Mais parfois, on peut pas. Donc, on va privilégier aussi l'accompagnement avec un CESAT s'il y a besoin. Et quand c'est compliqué ou pas possible, eh ben, ça va être plutôt en IME. Et d'où, du coup, la transition et la parole à Madame Détard.
C'était pour dire que ce n'est pas une fatalité. Voilà, c'était un choix de présenter une orientation en IME, mais vous l'avez compris, c'est en fonction de l'autisme aussi de l'enfant et que voilà, tous les enfants autistes n'ont pas besoin d'aller sur une orientation spécialisée. C'est important aussi de le dire. Donc, je prends la parole alors concernant Oui, l'orientation en IME, hein? C'est à vous. c'est à vous, Madame La suite Dutarte. logique? D'accord, très Ouais. bien. Alors, j'ai également préparé des slides. Est-ce que vous les voyez ou Non, il faut est-ce- partager votre écran. Alors, attendez, pareil. Non, là, c'est pas bon. Échapper, tac, tac, tac. Partager l'écran, voilà, ça y est. Et on y est. Voilà, très bien. Là, vous devez Oui. normalement, hein, vous devez voir. C'est bon le format? Vous arrivez à... C'est tout bon? Ok. Voilà, donc moi, je vais vous présenter un exemple donc, de scolarité en IME, c'est-à-dire hors milieu ordinaire. Là, on n'est plus à l'école, on n'est plus en CESAD, mais on est en institution. Euh, alors, qu'est-ce qu'un IME déjà? Après, je vous présenterai les spécificités du public accueilli en IME, les critères d'admission et le fonctionnement. Et bien sûr, si vous avez des questions, je pourrai y répondre avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'un IME? Un IME, c'est un institut médico-éducatif. En fonction de l'autisme diagnostiqué de l'enfant avec ou sans troubles associés, c'est ce que l'on a dit déjà tout à l'heure, une orientation MDA ou MDPH en fonction du département, mais c'est la même chose en réalité, est proposée à la famille, qui peut être donc un accueil en structure spécialisée IME. Pour être accueilli en IME, il faut avoir donc, il faut que les enfants, faut que l'enfant ait été diagnostiqué TSA. C'est un avis médical. Souvent, ça se fait dans un centre hospitalier. Mais en tout cas, voilà, c'est sur avis médical. À ce moment-là, euh, la famille envoie un dossier, contacte la MDA ou la MDPH de son département pour avoir un dossier qu'elle doit compléter pour une demande de prise en charge en institution. Une fois qu'elle a complété ce dossier, elle le renvoie à la MDA ou MDPH qui se réunit en commission et qui va examiner la demande de la famille. Et à la suite de quoi, la commission se positionne avec avis favorable la plupart du temps et notifie l'enfant à différents établissements, à différents IME du domicile sur un périmètre de environ 30 km autour du domicile familial. Ça peut être plus loin en fonction des départements et du lieu de domicile de la famille. Donc la famille est au courant que leur enfant a été notifié dans un IME par cette commission départementale. En même temps, les IME notifiés, parce qu'en général, il y a plusieurs IME notifiés, reçoivent le dossier de l'enfant et vont l'inscrire sur la liste d'attente. En parallèle, les établissements vont renvoyer un dossier qui reprend le dossier du département, mais c'est plus précis. Là, on va davantage dans les détails sur les habitudes du quotidien de l'enfant, notamment, décrire un fonctionnement pour le connaître davantage et savoir après s'il peut être intégré dans l'IME où il est notifié, dans la mesure où l'IME a-t-il les moyens ou pas de répondre aux besoins de l'enfant. Et pour ça, on envoie donc un dossier à la famille lui demandant de détailler les besoins de cet enfant. La famille nous renvoie ce dossier plus détaillé et une commission au sein de l'établissement se réunit. C'est une commission pluridisciplinaire composée du psychologue, du neuropsychologue, du chef de service éducatif, socio-éducatif et de la direction. Et on va donc examiner le dossier de l'enfant et voir si on peut y répondre, si on peut répondre à ses besoins. Si c'est le cas, il est inscrit ce qu'on appelle sur une liste d'attente. Si c'est pas le cas,
si, par exemple, l'enfant a besoin d'un suivi médical plus, et que l'IME a un temps partiel d'infirmière, mais n'a pas de médecin, par exemple. S'il y a besoin d'un renfort particulier ou d'un soutien au niveau fonctionnel, et que l'IME n'a pas les moyens humains pour répondre à ces besoins, et bien à ce moment-là, on déclinera. On dira qu'on ne peut pas le retenir sur liste d'attente du fait de ces raisons-là. Dans le cas inverse, il est donc inscrit sur liste d'attente. Il faut savoir que malheureusement, aujourd'hui, la situation est toujours aussi compliquée. Et par exemple, pour l'IME d'Échirolles, la Petite Butte, nous avons 70, à peu près 70 enfants sur liste d'attente. Et on reçoit les notifications de la MDA, de l'ISER, très très régulièrement, plusieurs par semaine. Donc nous avons un délai, je vous laisse calculer, 70 enfants, à peu près on a des départs tous les 1 à 2 par an. Donc vous voyez le nombre d'années qu'il faut avant de pouvoir intégrer un IME. Bon, c'est quand même très long, malheureusement, faute de place. C'est une réalité. Euh, voilà, l'ARS fait ce qu'il peut, lance des appels à projets pour construire, pour reprendre des établissements, mais on voit bien qu'au regard des besoins qui sont énormes et des enfants qui sont souvent en famille parce qu'ils ne peuvent plus être scolarisés, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, et ben malheureusement, voilà, on peut pas, il n'y a pas suffisamment de place en institution pour ces cas précis hein, de TSA. Euh, Voilà, bon, le TSA, c'est un trouble neurodéveloppemental, on l'a dit tout à l'heure. Les critères d'admission, alors, ça illustre ce que je dis tout à l'heure, ça reprend par écrit dépôt de dossier d'admission par la famille à la MDA ou DPH de leur département, qui examine en commission le dossier. Il y a une notification à la fois à la famille et aux établissements notifiés. Puis après, au sein de chaque établissement, il y a une commission qui examine également la demande. Les critères varient d'un établissement à l'autre, mais à la marge, parce que grosso modo, c'est quand même relativement toujours les mêmes critères pour être inscrit sur une liste d'attente en établissement. L'ancienneté de la demande, la distance géographique du domicile, puisque nous avons en tant qu'IME, vous savez que c'est la gratuité des services, la famille n'a rien à payer, que ce soit les frais de restauration, de prise en charge au quotidien par l'équipe pluridisciplinaire et aussi des transports. Tout est gratuit pour la famille, mais avec un critère qui est quand même la distance géographique, c'est-à-dire que les frais de transport peuvent s'élever très vite et ce sont des taxis la plupart du temps. Donc, pour pas trop gréver le budget d'un établissement, on est obligé de mettre des restrictions de kilomètres. Et donc, le dernier critère qui est important, c'est les troubles associés, savoir si nous, en interne, on a la ressource ou pas pour y répondre. Voilà. Vous illustrez la vie d'un établissement, d'un IME. Alors, en général, l'agrément en IME, enfant, secteur enfant, c'est 0-20 ans. Et après 20 ans, on passe en secteur adulte. On a des amendements cretons, c'est-à-dire des jeunes majeurs de 18 à 20 ans qui ont dépassé leur majorité, qui sont majeurs, mais qui sont toujours dans le cadre de l'agrément. Voilà, c'est ce qu'on appelle les amendements cretons. Au niveau d'une journée type, dans un externat, un IME externat, vous voyez, accueil entre 9h et 9h15. De 9h30 à peu près jusqu'à la récréation, c'est-à-dire 10h15 à peu près. Il y a des activités par groupe, travail à la table, cuisine, école, vie quotidienne. Vie quotidienne, ça peut être, oui, voilà, comme on dit, de la cuisine, euh, de, du petit rangement. Il y a des jeux, bien sûr, beaucoup de jeux ou des sorties pour aller faire des courses en petits groupes, du sport à l'extérieur, des balades, aller à la ludothèque. Nous avons des partenariats, un partenariat aussi avec un IME pour la balnéo. Nous signons des conventions
en fonction des équipements dont on peut faire bénéficier les enfants des autres IME et à l'inverse, ils nous partagent certains de leurs équipements. Après, en milieu d'après-midi, en milieu de matinée, c'est comme à l'école, hein, en réalité. On a une petite récréation. Et la deuxième partie, les enfants retournent sur leur groupe. Alors, ce sont des groupes, vous pouvez imaginer, en moyenne de 7 à 8 enfants. Ce ne sont pas des grands groupes comme à l'école, compte tenu notamment des difficultés de socialisation et de percevoir les codes sociaux qui sont en apprentissage. Donc, on fait des petits groupes. Après à midi, le repas est pris également sur le groupe. Et l'après-midi, on est plutôt sur des sorties la plupart du temps, parce qu'on sait bien que c'est des enfants qui ont besoin de bouger. Et l'apprentissage, encore une fois, à leur environnement, aux contraintes aussi, et ben fait partie de ce qui est, enseigné à l'IM. Voilà, nous avons aussi, comme à l'école, des temps festifs, Mardi Gras, Noël, la réunion de rentrée, la réunion de fin d'année, toutes les fêtes qu'on peut retrouver dans le milieu ordinaire, nous les maintenons également avec les parents, avec les familles, puisque les familles sont invitées à chaque temps festif à l'IM. Les spécificités d'un fonctionnement en IME, effectivement, on a des moyens humains renforcés avec des professionnels formés. Il faut savoir qu'un IME donc, est financé par l'ARS. Le nôtre, c'est l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a à peu près, pour un groupe de 8 enfants, on a en moyenne 6 éducateurs. Donc, on est vraiment sur un accompagnement plus, sur mesure, compte tenu des troubles des enfants et des défis à relever pour les accompagner au mieux. Les outils, c'est les outils de la communication alternative adaptée, la CAA, communication alternative améliorée aussi, on peut dire, qui se base surtout sur des pictos. En tout cas, pour l'IME La Petite Butte à Échirolles, on est sur des pictos. Et dans cette nécessité de structurer le temps et l'espace, chaque enfant a une ligne, a une frise de sa journée, avec pour chaque temps fort, sur cette frise, vous avez le repas, la toilette, enfin, tous les temps forts, l'accueil, le repas, après le repas, on se lave les mains, après on sort, etc. On a la méthode ABA aussi. Et la gestion des troubles du comportement, tout dépend de l'IME. Celui dont on parle peut accueillir des enfants avec des troubles du comportement importants. Donc, on forme les équipes à pouvoir y répondre au mieux pour que l'enfant ne se blesse pas lorsqu'il est en crise et pour eux aussi qu'ils puissent se protéger. Voilà. Comme je le disais, dans un environnement adapté, structuration des espaces, du temps, emploi du temps individuel et des activités. On a des temps de classe, on a la chance, c'est pas dans tous les IME, mais on a la chance d'avoir un temps plein de l'éducation nationale avec une enseignante spécialisée que l'éducation nationale met à disposition. Ce sont des temps de classe qui peuvent aller en fonction de l'enfant, de 45 minutes à 9h30, 9h45, répartis sur une semaine, avec des niveaux très hétérogènes. Vous avez des enfants, des groupes de niveaux, avec des enfants qui sont plutôt du niveau maternel, et ça peut aller jusqu'à CM1. Bien sûr, l'enseignante répartit les enfants en fonction de leur niveau et se fait aider par une éducatrice scolaire. Au niveau du travail pluridisciplinaire, on a, par la neuropsychologue, on a une évaluation précise des besoins, en plus du dossier qui est demandé à l'entrée. Après, on a besoin de connaître l'enfant. Et donc, le neuropsychologue de l'établissement va faire passer un bilan sensoriel et un bilan psychomoteur par la psychomotricienne. Voilà. Et on a aussi le suivi annuel de l'enfant à travers ce qu'on appelle son projet personnalisé, qui est le seul document contractuel signé avec la famille, entre la famille et l'IME, qui va suivre l'enfant sur tout son parcours, toute sa scolarité à l'IME.
avec des objectifs, une évaluation des objectifs, une fois par an. L'équipe pluridisciplinaire, on en a parlé, c'est sur le champ thérapeutique, éducatif et pédagogique. Thérapeutique, c'est psychologue et neuropsychologue. On a également une infirmière et une psychomotrice, qui sont toutes à temps partiel. Nous n'avons rarement, nous avons rarement des temps pleins. Les temps pleins sont surtout sur le volet éducatif et pédagogique, on a de la chance. Voilà. Et les nombreux partenariats, les IME nouent énormément de partenariats. Exemple, à l'IME La Petite Butte à Échirolles avec l'UGA, l'Université de Grenoble et la section sport adapté, où nous avons des étudiants qui prennent en charge des groupes d'enfants de l'IME et qui vont leur proposer des modules de formation. Et ça aide les étudiants, eux aussi, à pouvoir sentir concrètement l'application de leurs études, en fait. Voilà, on est avec le CHE aussi, avec le centre hospitalier de l'Isère, sur notamment les suivis spécifiques et d'autres IME. Voilà. Très bien. On vous remercie, Madame Dutart. Donc, il y avait une question. Alors ça, je pense que c'est peut-être l'ensemble des intervenants qui vont pouvoir répondre avant qu'on passe à une maman qui va témoigner sur son parcours avec un enfant qui a un trouble du TSA. Est-ce que les TSA se soignent? Alors, Je sais pas si quelqu'un... Ah oui, Qui est-ce qui prend la parole? eh bien, moi, j'y vais. Non, comme on l'a dit tout à l'heure, Ouais. l'autisme n'est pas une maladie. Mm, mm. Les TSA ne se soignent pas. Voilà. On est avec, on vit avec, on meurt avec. Tout ce qu'on peut faire, c'est, il n'y a même pas de traitement pour le TSA. Une personne qui ne sera qu'autiste sans trouble associé n'aura aucun traitement et n'en aura pas besoin d'ailleurs. Tout ce qu'il faut, c'est peut-être des aides, comme expliquait Justine Alvarez tout à l'heure, en fonction et des aménagements de manière à pouvoir adapter au niveau sensoriel, adapter l'environnement, etc., désensibiliser la personne pour qu'elle-même puisse s'adapter aussi, puisque le chemin doit être fait de chaque côté. Mais les TSA n'ont aucune raison de se soigner vu que ce ne sont pas des maladies. C'est juste une différence et un handicap, enfin juste, façon de parler, mais on ne peut pas soigner quelque chose qui n'est pas une maladie, c'est pas un virus, c'est pas contagieux. Voilà. Et Je vous d'ailleurs, les remercie. personnes autistes, juste pour finir, de notre association, disent elles ne souffrent pas de l'autisme, elles souffrent de l'exclusion et Mm, de la part des autres. Voilà. C'est mm. la seule souffrance qu'il y a. Alors, je propose à Marie-Flore de prendre la parole et de nous parler un petit peu de ce parcours. Alors bonjour, je m'appelle Marie-Flore, je m'excuse. J'avais noté Florence 19h, je t'envoie un petit message. Excusez-moi d'être arrivée un peu en retard. Et en plus, j'ai Augustine et Karl à la maison. Donc voilà, Augustine est un peu compliquée aujourd'hui, donc j'ai un petit peu couru dans tous les sens. Donc excusez-moi pour le retard. Alors Pas de oui, souci. Augustine aujourd'hui, elle va avoir 14 ans et elle a eu un diagnostic précoce. Donc ça, c'est bien. Euh, c'est mon premier enfant, c'était notre premier enfant, donc c'est souvent compliqué parce qu'il n'y a pas de comparatif. Vous voyez, on ne peut pas se dire là, il y a peut-être quelque chose qui est différent ou pas, hein. On découvre hein, quand voilà, le premier enfant. Donc, moi, je voyais quand même qu'il y avait quelque chose de différent chez Augustine, assez petite déjà. C'est-à-dire qu'elle ne regardait que moi. Voilà, il y avait très peu d'interaction au niveau visuel avec d'autres personnes. Et puis Augustine est allée j'ai travaillé, elle avait 3 mois, j'ai repris le travail, je suis enseignante. Elle est allée en crèche et voilà, en crèche, au bout d'un moment, au bout d'un an et demi, puisque le diagnostic a été posé, elle avait 16 mois, on m'a convoquée pour me dire qu'Augustine avait
un comportement particulier. Euh, Par chance, parce que parfois, voilà, par chance, Augustine est rentrée dans toutes les petites cases du diagnostic TSA. Je dis par chance parce qu'il suffit qu'un enfant ne rentre pas dans une case pour qu'on aille chercher autre chose. Voilà. Donc, elle ne pointait pas du doigt, elle mettait les mains sur les oreilles, elle faisait du flapping, elle se mettait toute seule dans un coin, elle avait peur du bruit et elle n'était pas verbale. Donc, voilà, bien évidemment, quand on m'a convoqué, j'ai parlé d'autisme avant qu'on dise le mot parce que c'est très compliqué de dire à une maman, à un parent, en l'occurrence, j'étais toute seule ce jour-là, le mot autisme, surtout qu'ils ne sont pas médecins en crèche, d'accord? Mhm. Mais déjà, j'ai trouvé ça extraordinaire que quelqu'un ait le courage de me dire que ça n'allait pas. Parce qu'après, on vous dit, bah oui, moi, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi, je voyais bien, bah oui, donc forcément. Euh, eh bien, le papa d'Augustine et moi, à l'époque, on a pris, qu'est-ce qu'on fait? Médecin traitant, bah je ne sais pas. D'accord. Il faut se renseigner. Par chance, on avait une amie qui était psychologue au CMP à Dole, qui nous a dit prenez rendez-vous, faites-lui faire un bilan. Donc, on a fait un bilan au CMP à Dole. Euh, il y a eu une psychomotricienne, il y a eu une orthophoniste. Ça a été assez rapide. Par contre, on ne nous a pas dit vraiment qu'elle était autiste. On nous a dit Augustine a des traits du trouble du spectre. Alors, attention, quand vous êtes parent, c'est quelque chose du spectre autistique. D'accord. OK. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est particulier. C'est une maladie. Oui et non. Vous voyez l'erreur déjà dans laquelle on enfile les parents. OK. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, vous avez le choix, CMP ou CMPP. Non, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour Augustine? Vous rentrez dans une bulle. C'est de la folie, ce diagnostic, en fait. Et je vous dis, le nôtre, il a été simple, parce qu'elle rentrait dans toutes les cases. D'accord. Donc, forcément, une maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à pleurer, parce qu'elle est désespérée. Ah, madame, vous savez, si vous êtes beaucoup stressée, votre enfant va être stressé aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle développe des troubles du spectre autistique. Moi, je suis passée par toutes les cases, hein. Il faut peut-être vous faire soigner. Ça aussi, je l'ai pris, quoi. Donc, j'ai pas du tout adhéré avec cette dame. On est sorti et là, je me suis dit, il faut qu'on cherche une alternative. Donc, on a rencontré une kiné qui suivait Augustine de temps en temps, qui nous a dit qu'elle, elle avait sa belle-sœur, pour vous dire, hein, la chance, qui était orthophoniste sur Dijon et qui était spécialisée dans l'autisme. Et grâce à elle, on a découvert les coulisses privées, cachées hein, de l'autisme, avec des soins et des spécialistes déjà dans l'autisme qui m'ont soutenue. Parce que divorce, après aussi, je me suis retrouvée toute seule avec ma petite fille, qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée, qui m'ont montré des méthodes, comment faire, qui ont fait découvrir à Augustine le sens de la communication. Ça a été un travail de titan, puisque j'habitais à côté de Dole, on faisait Dijon 2 à 3 fois par semaine pour avoir ces spécialistes-là. Donc voilà, ça a été très compliqué, le parcours du combattant pour l'école après, pour l'inclusion aussi. Je vais rebondir sur quelque chose aussi parce qu'il faut savoir dans le diagnostic s'il y a déficience intellectuelle ou pas. Donc on propose aux enfants TSA des tests un peu lambda. Hein. Augustine a dû faire le Denver, je crois, ou quelque chose comme ça. Seulement, les enfants TSA, il faut les mettre en condition pour qu'ils puissent bien les faire. Parce que parfois, on dit, oh, bah, il ne peut pas répondre, il ne répond pas, il ne marche pas dans la case, mais en fait, il n'est pas posé dans les bonnes conditions pour le faire. Donc, une fois raté total, déficience mentale plus plus, et là, quand j'ai vu faire, j'ai dit, ça ne va pas. On en a refait faire un chez moi, avec économie de jetons, ABA, PEC, Stitch, et là, réponse à toutes les questions. Donc, vous voyez les erreurs qu'il peut y avoir aussi parce qu'il y a des choses qui ne sont pas mises en place en amont. Voilà. Donc voilà. Donc, Lucine a été scolarisée jusqu'à la 6e. Parcours du combattant dans tous les sens. Parcours avec
Bah, combat avec tout. Réussir à avoir des AVS, réussir à garder les AVS qui fonctionnent. Enfin, c'est très compliqué. Vraiment, c'est très dur. Et je vous dis, Augustine, elle est rentrée dans toutes les cases du diagnostic. Je soutiens pas mal de parents aujourd'hui. J'ai été enseignante 14 ans en CFA. Beaucoup de mes collègues sont venus me voir en disant, Marie-Flore, il y a un souci avec tel ou tel jeune. Tu pourrais pas voir un petit peu, alors je suis pas médecin, je suis rien du tout, mais des fois, il me suffisait de parler 10 minutes avec le jeune pour me dire, bon, mais parce qu'ils rentrent pas dans les cases, parce qu'ils sont verbaux, surtout. Donc, voilà, donc ils ont surtout des troubles du comportement. Donc, on va les diagnostiquer autrement que dans le TSA. Et ça fait des enfants, du coup, à qui on n'adapte pas ce qu'il faut. Là, j'ai une maman qui habite dans mon village. Le petit garçon est à l'école avec mon fils. Et ce petit garçon, la maîtresse me dit, Madame Chapuis, je sais que vous avez une fille autiste. Écoutez, il y a un petit garçon dans la classe de Karl et elle ne le nomme pas. Mais là, je vois tout de suite du petit garçon dont elle parle. Elle me dit, j'aurais aimé que vous me donniez deux, trois pistes sur l'autisme et tout ça. Donc, je la coupe et je lui dis, je sais de quel petit garçon vous parlez. Et il rentre dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases. Seulement, ce petit garçon, il est verbal. Et il pointe du doigt. Et il ne fait pas de flapping. La maman, elle sait très bien qu'il y a une suspicion, il pourrait y avoir une suspicion, mais elle est toute seule aussi. Ça la terrorise. Donc, ce petit garçon, il est suivi. Et la grande mode aujourd'hui, c'est les HPI. Donc, il y aurait une suspicion d'HPI. Bien sûr, la maman, elle fonce sur le HPI. C'est beaucoup plus facile à accepter. Quoique je connais des HPI, je vous assure que... et ce petit garçon, je vais vous dire ce qui va se passer sincèrement. Je ne suis pas Madame Irma. Ce petit garçon, il va être classé HPI. Dans 10 ans, il va avoir des énormes problèmes de comportement parce qu'on ne pose pas le bon diagnostic. Ce petit garçon, il va être déscolarisé l'année prochaine parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire déjà sur ce petit garçon. Il y a un problème de diagnostic dès le début. Dès le début, les gens ne sont pas formés. Les personnes qui peuvent vraiment diagnostiquer, tu veux dire bonjour? Je vous présente Augustine. Bonjour. Bonjour. Euh, les personnes qui sont à même de voir le plus de troubles possible sur une liste qui est immensément longue et qui ne fait pas 20 cases comme cette fameuse liste que l'État distribue, elle est immense cette case des personnes TSA, eh bien ce sont les personnes qui sont le plus souvent possible avec eux, c'est-à-dire leur instituteur, leur institutrice, les parents. On parle même de sensibiliser les médecins traitants, mais ils les voient quoi? Une demi-heure, une fois par an? Une fois par mois s'il y a un rhume? Vous voyez? C'est si les instituteurs pouvaient avoir en crèche, regardez ce qu'il y a sauvé, enfin, ce qu'il y a sauvé Augustine, on se doutait bien qu'il y avait un truc, mais oui, oui, tu peux prendre Augustine, ma chérie. Euh, si les gens qui passent le plus de temps possible avec eux pouvaient se dire, ah bah oui, il y a ça, 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 parce qu'ils sont sensibilisés, faire une alerte aux parents, une alerte aux infirmières, pardon, excusez-moi, aux psychologues scolaires, vous voyez, tout petit, c'est à gagner un temps phénoménal. Comme disait Madame Dutartre, le temps qu'il faut pour qu'un enfant intègre un IME, vous imaginez? Que font les parents en attendant? Que fait l'enfant? On rate complètement la plasticité cérébrale jusqu'à l'âge de leurs 10 ans pour leur apprendre le plus de choses possible. S'ils étaient diagnostiqués très tôt grâce à ça, les crèches, les écoles, je vous dis, les psychologues scolaires, pour dire il y a suspicion de TSA, envoyons-les au CRA. Parce que là, il y a problème, trouble du comportement. On les emmène en CMP. En CMP, on fait plusieurs diagnostics possibles. Et puis, comme le TSA fait très peur, vous voyez, le déni des parents. Parce que je vous assure que c'est terrorisant. On vous parle du trouble du spectre, le mot spectre. Et vous savez ce qu'on vous dit? On vous dit, ce sont des troubles qui peuvent disparaître. Vous savez ce que j'ai fait les 6 premières années de la vie d'Augustine? J'ai voulu faire disparaître ça. Ça veut dire qu'on ne fait pas une acceptation totale du handicap déjà. Et on se bat contre des moulins à vent. Parce qu'en fait, ça disparaîtra jamais. Il faut juste apprendre à vivre ensemble. Je me suis un peu emballée, pardon. C'est très difficile, c'est très douloureux.
C'est, je vous assure que déjà, plus c'est pris tôt, mieux c'est. Et les enseignants, quoi, ils passent un temps fou avec eux. Un temps fou. Je sais pas moi, une formation d'une demi-journée par an, même pas, pour leur dire à peu près tout ce qui peut se passer, tous les comportements possibles du TSA. Ils sont souvent 10. Ils sont dyspraxiques, ils sont dysphasiques. Il y a plein de choses. Il y a tellement d'outils aujourd'hui pour leur permettre d'être en école, pour leur permettre d'être inclus. Augustine, elle a un mimétisme, mais débordant, si bien que des fois, ça peut être dangereux. Elle vous attrape une mimique ou un toc ou une manière de parler qui est en face de la personne en face. On fait très, très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit et la manière dont on le dit. Imaginez l'apprentissage qu'ils ont quand ils sont en milieu ordinaire. Il y a des méthodes, il y a des techniques pour ne pas qu'ils fassent de crise. Parce que si on anticipe, si on met l'enfant en confiance, s'il a un planning visuel, si on sait qu'il faut faire moins de bruit ou qu'il faut qu'il porte un casque anti-bruit au moment de la récréation, on va éviter des milliers de crises. Et s'il n'a pas de crise, il peut rester en milieu ordinaire. C'est déjà dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Oh bah non, il fait trop de crises, il ne peut pas rester en milieu ordinaire. Bah non, faisons en sorte qu'il n'en fasse pas. Moi, je vous assure que si je vous place dans un endroit que vous n'aimez pas et que je vous bâillonne parce que vous ne pouvez pas communiquer, la première chose que vous allez faire, c'est vous débattre. Mhm. Eh oui. Donc, il y a plein de méthodes. Il y a le PEX, bien sûr, pour communiquer. Alors, l'école n'est pas un institut médicalisé, mais moi, je vois Augustine, ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. J'ai fait un mode d'emploi pour ma fille. Il y a peut-être qu'un parent pour utiliser mon mode d'emploi sans le prendre mal, mais j'ai fait un mode d'emploi pour Augustine. Les instits, elles ont toujours adoré. Je suis arrivée avec des pictos. Je leur ai tout fait, tout mâché, hein. C'est un travail de titan, mais elles ont adoré. L'AVS qu'Augustine a eu, je l'ai formée sur Paris à mes frais. Mais elle était ravie. Et ça s'est super bien passé. Super bien passé. Augustine avait l'encadrement qu'il fallait, le matériel qu'il fallait. Et les enfants, on les a formés, les enfants de sa classe. Ils ont agi différemment avec Augustine. D'ailleurs, ils disaient très, ah non, attention, on va pas faire ça aujourd'hui parce qu'avec Augustine, ça peut peut-être être compliqué. Sensibiliser des enfants, c'est sensibiliser les adultes de demain. C'est extraordinaire. C'est hyper important. Et peut-être qu'il y a un moment, j'ai toujours dit, s'il y a un moment, Augustine, ça ne va pas, qu'elle vient bouleverser la classe, parce que ça va, c'est donnant-donnant, qu'elle vient trop bouleverser la classe, que les autres enfants en pâtissent et ne peuvent pas apprendre, on arrête. Mais ça s'est toujours super bien passé. On parle de toi? Oui, Et oui, on parle de l'autisme? l'autisme. Oui. C'est qui est autiste? Hein? C'est qui est autiste? C'est moi. C'est toi, oui. C'est toi? C'est moi. C'est moi. Oui. Va t'essuyer la bouche, Lucie. Donc voilà, j'ai dit beaucoup de choses, je me suis un peu perdue. On vous remercie en tout cas. Ça a beaucoup réagi sur Facebook avec le Merci. parcours est long et difficile pour l'école, la prise en charge. Mm. Et Merci juste, je me aux permets de assos. rajouter, Marie-Fleur, aussi, sur le fait que tout ce que tu as pu faire aussi pour Augustine, dont tu parles pas, c'est qu'il n'y a rien de remboursé dans à la fois tout ce qui est préconisé par la Haute Autorité de Santé, du diagnostic, quand il est fait dans le libéral, c'est pas remboursé. Toutes les prises en charge, enfin, toi, tu vas à Dijon, personne ne mesure, en fait, le coût que ça a aussi. C'est Mhm. important parce que, de le dire, parce qu'on a C'était besoin sur, que ça change. Donc, quand j'ai divorcé, c'était le drame de ma vie avec le diagnostic d'Augustine, hein, c'était la même année. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce qu'en fait, financièrement, on est sur 2 foyers pour Augustine. Ouais, ça Alors, c'est j'ai de l'aide, hein. J'ai de bien. l'aide. Augustine touche de la PCH parce qu'aujourd'hui, elle est déscolarisée. Il y a 2 personnes qui viennent s'occuper d'elle, dont son ancienne AVS, pour vous dire le lien qu'elles ont créé quand même toutes les deux. Des choses que l'éducation nationale a reproché quand même, le lien qu'il y avait avec elle. Donc j'ai quand même des subventions, mais oui, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte. Et il y a des choses aussi dont on méconnaît. Parce qu'aujourd'hui, on apprend que l'ergothérapie peut être prise en charge. Aujourd'hui, on apprend qu'on peut défrayer certains transports. Aujourd'hui, donc il y a une très grosse méconnaissance. Je vous assure que quand les parents arrivent dans le milieu, il y a déjà la douleur et la souffrance, la peur de tout ce qui arrive, cette protection de l'enfant, et puis tout ça autour, quoi.
Il faut aller chercher les infos, et comment on va faire, et financièrement. Et attention, ça veut dire qu'il y a beaucoup, dans beaucoup de foyers que je connais, il y en a un des deux, petit garçon, il y en a un des deux qui arrête de travailler. Moi, je ne l'ai pas fait. Je me suis mise à mi-temps parce qu'il fallait que je sorte aussi. Mais donc, perte de salaire. Mhm. Voilà. Et vous avez des dédommagements par la MDPH, de perte de salaire. Mais vous savez bien les forfaits que c'est, quoi. Donc, oui, c'est cher. C'est douloureux, c'est cher. Mais en même temps, je vais quand même dire aujourd'hui, parce que c'est la journée de l'autisme, que Oui. je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans Augustine. Elle m'a appris Mm. En tout mille cas, choses, une ouverture d'esprit extraordinaire. Je vais vous présenter quelqu'un qui est extraordinaire aussi. C'est son petit frère qui lui vit dans la différence et qui du coup ne fait plus de différence, qui est... Non, c'est vrai. Voilà, c'est douloureux et en même temps c'est merveilleux. C'est des émotions qui sont très fortes et contradictoires, mais complémentaires aussi. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie vraiment beaucoup. je t'en prie. Beaucoup de réactions sur Facebook, hein, beaucoup de félicitations aussi sur ces engagements, ces résultats, sur ces accompagnements de tous les jours. Je vous propose qu'on arrive au terme de ce webinaire. Je tiens vraiment à remercier très chaleureusement Florence, Nathalie, coprésidente de l'association Relais Autisme, de Madame Alvarez, Justine, neuropsychologue, pour la présentation des différents diagnostics et leur prise en charge, à Madame Dutartre, directrice de l'IME, qui a été présentée. C'était un établissement Auxence pour la présentation d'une prise en charge quand l'enfant a besoin d'un accompagnement spécifique. Merci à Marie-Flore pour s'être livrée sur ce parcours sans relâche. À Jacques aussi, Seguin, élu très actif au sein du territoire du Jura. Sensibiliser, mieux connaître les TSA est un enjeu de société et de dignité pour les personnes en situation de handicap. Nous devons toutes et tous, par l'information, continuer de faire baisser l'âge du diagnostic, intensifier les interventions précoces, faciliter la vie des personnes, des familles, par une communication d'ampleur. Allons toutes et tous vers une société inclusive pour un mieux vivre. Je vous remercie à tous et toutes. Merci à vous. Merci, au revoir. On va parler. Oui, Dominique?